Buenas tardes a todas y todos. Bonsoir. Toutes et à tous. Ne faites pas, ça sera en français. Pour résumer rapidement la situation où on se trouve en Espagne en 2016, après 5 ans de mobilisation citoyenne et politique, je pense qu'on peut utiliser cette phrase de Gandhi, que tout le monde connaît, elle est pratique pour le cas espagnol. Vous savez bien que quand il y a des mouvements politiques citoyens qui commencent à challenger le statu quo, le pouvoir établi, l'establishment, premièrement, nous ignore. Deuxièmement, il se moque de nous. Troisièmement, il nous combat. Et enfin, on gagne. Alors c'est vrai qu'il y a 2 semaines, pour les élections espagnoles, nous on pensait arriver à la phase 4. On pensait avoir gagné. Mais on va dire les choses clairement, on est encore en phase 3. On est toujours dans le combat, et on espère que la phase 4 va arriver. Mais effectivement, pour comprendre pourquoi, comment on est arrivé à cette phase 3, actuellement en Espagne, il faut remonter peut-être à la phase 0, c'est-à-dire à la phase 2011. C'est la phase des indignés. En 2011, je pense que tout le monde s'en souvient, c'est un 15 mai. Moi je me souviens parce que c'est le jour suivant la naissance de ma deuxième fille, donc ça doit avoir un repère assez simple. C'est le 15 mai 2011, des milliers d'Espagnols se réunissent sur les places des différentes grandes villes. Madrid, Barcelone, Séville, Valence, Bilbao, où j'étais par exemple. Des milliers d'Espagnols crient en disant « Cette démocratie ne nous représente plus ». Ils l'appellent la démocratie, mais ce n'est pas la démocratie. Ça, en 2011, c'est le cri de guerre, on va dire. C'est le cri de rassemblement. Mais ce n'est pas un cri de rassemblement de la gauche contre la droite. Pas du tout. C'est un cri de rassemblement, principalement de jeunes diplômés. C'est une sociologie très proche d'ailleurs ce qu'on pourra retrouver à Nuit debout plusieurs années plus tard. C'est ce qu'on appelle en Espagne los mileuristas, c'est-à-dire ces jeunes qui, malgré avoir bac plus 5, bac plus 8, bac plus 12, ne peuvent pas gagner plus de 1000 €. C'est le maximum attente qu'on peut avoir en étant jeune. Ces jeunes qui ont 30 ans, 35 ans, qui ont bientôt créé une famille, mais qui ne voient pas de déboucher. Et surtout, des jeunes qui se disent « c'est quand même pas possible d'avoir un gouvernement aussi corrompu ». Donc il faut comprendre que ce qui est derrière le mouvement des indignés, c'est vraiment une grosse fatigue. Mais une grosse fatigue qui se transforme en illusion. En illusion au sens espagnol, c'est-à-dire une illusion, quelque chose qui fait plaisir. C'est pas du nihilisme qu'on retrouve dans le mouvement des indignés. Au contraire, c'est de l'espoir. S'il y a vraiment une comparaison qu'on peut faire avec un mouvement que vous connaissez tous, c'est mai 68. C'est mai 68. Parce que ce qu'on crée, un mouvement des indignés, c'est un changement culturel, principalement. Un changement culturel. Mettez-vous dans la tête que les 3/4 des Espagnols, je répète, les 3/4 des Espagnols étaient derrière les indignés lors de leur création. Les 3/4 des Espagnols. C'est quelque chose de transversal qui dépasse tous les clivages connus jusqu'alors. Alors qu'est-ce qui se passe après? Bien sûr, être sur la place pendant quelques mois ça va. Pendant 1 an, ça devient plus dur. Au bout de 3 ans, on s'essouffle un peu. Vous avez combien de temps là sur les plateaux? 3 mois. On se donne rendez-vous dans 3 ans. Et effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut de l'énergie, il faut des gens qui soient là. Et puis en plus, on se rend rapidement compte qu'on peut faire des choses, mais on ne peut pas tout faire. Et que beaucoup de choses qui se passent aussi dans les institutions. Et donc il y a un gros changement de mentalité des indignés en 3 ans. D'un rejet des institutions, ou plus souvent d'un rejet de la démocratie telle qu'on la connaît, telle qu'on la vit, telle qu'on la comprend, à se dire, bah finalement, il faudrait peut-être qu'on pense à autre chose. Au bout de 3 ans, il faudrait peut-être donner le pas qualitatif qui nous permet, d'en plus d'être dans la rue, d'être dans les lieux de pouvoir institutionnels, qui nous permet aussi de changer des choses que nous-mêmes, dans les quartiers, on n'arrive pas à changer. Et c'est là qu'il y a un point clé, autour de 2 hypothèses. Et j'appelle ça des hypothèses, vous allez voir que ce qui s'est passé en Espagne, ce sont des hypothèses, d'un côté académique et de l'autre côté
plutôt mouvementistes qui disent effectivement les indignés c'est fini au point de vue mobilisation, mais les indignés ont permis de créer ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle. Et cette hégémonie culturelle, il faut la transformer en hégémonie politique. Et donc les deux hypothèses que vous retrouvez pour transformer cette hégémonie culturelle en hégémonie politique, c'est d'un côté l'hypothèse Podemos, et de l'autre côté l'hypothèse Guanyem. Ganemos. On gagnera, gagnons. Je pense que vous connaissez surtout la première hypothèse. C'est celle dont on parle le plus, l'hypothèse Podemos. L'hypothèse Podemos, on peut la résumer, effectivement, c'est académique, parce que c'est 5 professeurs d'université de Madrid, la Complutense, qui est une grosse université à Madrid, et c'est une hypothèse qu'on peut aussi appeler, parce qu'en plus ils l'assument telle qu'elle, c'est une hypothèse populiste. Et ils disent effectivement, pour transformer l'hégémonie culturelle en hégémonie politique, on va se baser sur les travaux académiques et aussi politiques de M. Gramsci, Antonio Gramsci, et de Ernesto Laclau, qui est un philosophe argentin, qui dit les choses suivantes. Quand on a une hégémonie culturelle, ce qu'il faut, pour que le peuple se retrouve dans une nouvelle aspiration politique, en plus un peuple très divers, qui a des attentes très diverses, il faut trois ingrédients principaux. Il nous faut, premièrement, un leader. Un leader. Très important, parce que le peuple a besoin, en tant que tel, de se retrouver dans une personne qui l'incarne. Et donc c'est pour ça que vous aurez, aux élections européennes de 2014, moi je le présentais, mais pas avec Podemos à ce moment-là, le bulletin de Podemos avec, non pas le logo du parti, mais avec la tête de Pablo Iglesias. Quelque chose qui est difficilement pensable pour beaucoup de mouvements sociaux, et d'ailleurs qui a fait grincer les dents. Mais c'était l'hypothèse assumée du populisme. C'est pas Podemos qui est connu, c'est Pablo Iglesias, c'est lui qui représente et qui incarne le peuple. Deuxièmement, ce qu'il faut, c'est utiliser ce qu'on appelle des signifiants vides. Je ne sais pas si vous connaissez les signifiants vides. Bon, on va le faire en langage plus simple, il faut utiliser des fourre-tout. Et les fourre-tout, c'est un peu plus développé que ça quand même, on va être gentil, signifiants vides, ça permet de répondre à beaucoup de demandes diverses et d'aller les canaliser dans une seule demande qui s'appelle Podemos. C'est des signifiants vides, ce n'est pas des contenus pleins. Et en plus, ce qu'il faut faire, c'est construire l'hégémonie. L'hégémonie politique, l'hégémonie, on pourrait revenir, qui n'est pas toujours l'ami ou la meilleure amie de la diversité, mais c'est une hégémonie qui permet de construire, de prendre la place d'autres, pour construire une nouvelle réalité culturelle, politique, sociale. Et ce qui est intéressant dans l'hypothèse Podemos aussi, c'est que pour faire, et pour obtenir cette hypothèse populiste, on construit de haut en bas. Mais ce qui est très fort, c'est qu'on fait ça tout en reprenant l'hégémonie culturelle des indignés qui disaient qu'il fallait construire de bas en haut. C'est magnifique et ça marche. Vous pouvez voir Podemos, beaucoup de débats avec mes amis de Podemos, c'est un parti qui est hiérarchique. C'est une machine de guerre électorale, comme eux-mêmes l'appellent. Et pour y arriver, effectivement, et c'est là qu'on apprend aussi énormément de choses, il faut une grosse communication. Une communication qui soit très populaire, très ancrée dans le réel et très facilement compréhensible. Donc par exemple, si vous voulez présenter un programme politique, aux dernières élections, et là on est tous allés ensemble, on était Podemos, Izquierda, la Gauche Unie et les Verts, et le programme c'était un programme d'IKEA. Ça vous fait pas tilter, non? Je répète, un programme d'IKEA, c'est normal? Ouais, c'est normal. C'est aussi en France peut-être. Un programme d'IKEA, effectivement, vous ouvrez, et là vous avez des meubles, vous avez les candidats qui sont assis sur les meubles et qui vous présentent différentes propositions politiques. Et c'est vraiment le programme qu'on a présenté et qu'on a distribué dans toute l'Espagne. Bon, vous trouvez ça normal, c'est super. Bon amphithéâtre. Et donc ça c'est l'hypothèse Podemos. Je passe sur d'autres choses, c'est très, très rapide. Et à côté, vous avez une autre hypothèse, que tout le monde associe à l'hypothèse Podemos, mais qui ne l'est pas, parce qu'elle est vraiment parallèle. C'est-à-dire qu'elle se crée même avant, moi je connais bien ceux qui l'ont monté, et bien avant que Podemos sorte à la lumière, eux-mêmes ont commencé à réfléchir justement à comment faire pour transformer cette hégémonie culturelle et ce blocage de la rue face aux institutions. C'est l'hypothèse Guanyem, qui s'appelle aujourd'hui Barcelone en Comú. C'est Ada Colau à Barcelone. Et cette hypothèse est un peu différente. Premièrement, ce n'est pas une hypothèse académique, c'est une hypothèse qui est mouvementiste. Ada Colau, je pense que vous la connaissez maintenant, la maire de Barcelone, avec le maire de Barcelone, vient des mouvements sur les expulsés des logements.
Elle s'est fait connaître, justement, par sa grande capacité, justement, de mobilisation depuis la rue. Par contre, l'hypothèse Guagniem est d'accord avec l'hypothèse de Podemos en disant « Oui, il faut des leaders qui puissent incarner le changement. » Et donc, l'hypothèse Guagniem, c'est de dire on s'associe sur une base sociale très forte, mais en plus, on l'incarne dans un leader très charismatique. À ce moment-là, Ada Colau. Mais en même temps, ça c'est une différence avec l'hypothèse Podemos, on donne tout de suite une projection et une vision de société. Podemos, quand ils rentrent, ils n'ont pas de vision de société. C'est un mouvement d'indignation, principalement. Ce qu'ils vont dire du peuple contre la caste, du neuf contre le vieux, par exemple, de la dictature contre la démocratie. C'est ça les axes. Ce n'est pas un axe gauche-droite, ne cherchez pas, c'est un axe transversal. Ceux d'en bas contre ceux d'en haut. Alors qu'à Barcelone, vous retrouvez plutôt un axe de on va proposer une vision politique en positif pour changer Barcelone, pour changer nos vies, basée sur la justice sociale et sur la durabilité, sur l'écologie et sur la solidarité. Avec une grosse équipe derrière qui permet de faire ça. Et une grosse équipe qui passe de quartier en quartier pour construire collectivement le programme qui va se faire. Et la grosse différence aussi entre deux hypothèses, c'est que la première hypothèse, c'est une hypothèse, je vous disais, une machine de guerre électorale. Donc tout le discours qui va avec est un discours de guerre. Vous pouvez lire les articles de Pablo Iglesias, qui sont très bien écrits d'ailleurs. C'est la guerre de tranchées. C'est la blitzkrieg. On y va. C'est ce qu'on voulait faire. Blitzkrieg, on y va, on gagne. Effectivement, comme je vous disais, on est encore en phase 3. C'est pas la krieg qui n'a pas de aussi blitz qu'on voulait. Mais en même temps, vous retrouvez du côté de Guagniem une autre vision, moins guerrière, plutôt basée sur l'empathie. D'ailleurs, c'est très intéressant d'aller dans le discours de Manuela Carmena. Manuela Carmena, c'est la mère, comment mère, mairesse la mère, c'est très bien. Madame la mère de Madrid, Manuela Carmena. C'est un peu une figure, elle est peut-être moins connue en France que Ada Colau, mais c'est une figure qui ressemble un peu à Eva Joly. C'est une ancienne juge qui est très connue, qui est un peu au-dessus de la mêlée en général. Et justement, elle a fait tous ces discours, ce qui était très intéressant, sur la coopération et sur l'amour. Sur l'amour en politique et sur l'amour dans la ville. Alors ça l'étonnait pas mal, parce qu'on avait des meetings avec Pablo Iglesias et Manuela Carmena, les deux ensemble, on se présentait ensemble quand même. Et donc c'était l'amour et la guerre à la fois. C'était guerre et milieu, de cette façon-là. C'était assez étonnant, mais ça a marché. Et ça a bien marché parce qu'effectivement, cette sauce, parce que c'était une sauce finalement de différentes, une fusion de différentes façons de comprendre la politique, on retrouve effectivement à la fin, on a gagné. Effectivement, on est passé en phase 4, oui, ça oui, dans les mairies, et on a gagné à Madrid. On a la mairie, c'est quand même la capitale, c'était aussi vous gagnez à Paris par exemple. On a gagné à Barcelone, qui est le poumon économique de l'Espagne à Catalogne. On a gagné à Saint-Jacques-de-Compostelle. On a gagné à La Corogne. On a gagné à Valence. On a gagné aussi à Cadiz. Donc, on a quand même réussi à faire de grosses choses. Mais après, il nous manquait l'assaut final, pour le dire. Parce que comme ça s'appellerait l'assaut des institutions. L'assaut au ciel, il a appelé ça. L'assaut au ciel. Et donc là, on a fait des grosses coalitions. Mais là, on s'est rendu compte, effectivement, que c'était plus dur que ce qui n'y s'est paraissait. Parce que c'est vrai, que je vous présente deux hypothèses, mais deux hypothèses sont assez différentes, parce qu'elles répondent à des cultures différentes aussi, et à des niveaux institutionnels différents. On ne fait pas une même stratégie politique de prise d'institution au niveau local qu'au niveau national. Les logiques ne sont pas les mêmes. Et donc on a essayé au niveau national, c'était plutôt l'hypothèse Podemos au niveau national, et effectivement on s'est rendu compte aussi qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Peut-être aussi, je pourrais en quelques mots avant de finir, parce que je pense qu'on arrive déjà à la fin des 15 minutes, c'est rapide, bon, d'expliquer 5 ans en 15 minutes, c'est quand même un challenge. Ce qui marche, et ce qu'on peut retenir de l'hypothèse Podemos, et je pense qu'il faut apprendre, c'est apprendre à mieux communiquer. Il faut apprendre à communiquer. Arrêtons de rester entre nous, de penser qu'on communique juste des grandes idées. Il faut aussi commencer à communiquer aux gens avec des mots plus simples, pas simplistes, c'est différent, plus simples. Et aussi avoir certainement, et je pense que là il faut remettre la question des leaderships au centre, et c'est une grosse question dans les Podemos, la question du leadership n'est pas une question anodine. Avoir une théorie du pouvoir et avoir une théorie de l'hégémonie. Pourquoi on prend le pouvoir?
où on veut prendre le pouvoir, et qu'est-ce que le pouvoir, et qu'est-ce qu'on doit en faire. Et ce que Podemos fait, c'est ça justement, c'est de remettre la question du pouvoir au centre. Je vous rappelle quand même que Podemos, ça veut dire on peut. On peut prendre le pouvoir, on peut être majoritaire. Donc avec Podemos, on apprend beaucoup de choses à ce niveau-là. Avec Podemos aussi, on apprend qu'on peut utiliser, et qu'il faut utiliser, si on veut changer les choses dans une société du spectacle, hein, les médias. Parce que Podemos, comme je vous disais, c'est pas une construction d'en bas, c'est une construction d'en haut. On ne peut pas comprendre Podemos sans comprendre la télé. Sans télé, il n'y a pas de Podemos. Mais Podemos va au-delà de la télé. Il faut bien comprendre le système en fait, qu'ils ont utilisé, qui était extrêmement puissant, parce que c'est vraiment, on parle de masses qui se sont mis derrière. Si on utilise la télé, avec la télé on a des millions de gens, les millions de gens commencent à nous suivre sur les réseaux, commencent à nous suivre dans la rue, et grâce au réseau et grâce à la rue, on renforce la présence à la télé, et grâce à la télé, on renforce les réseaux et on renforce la rue. Mais le point initial, pour que tout commence, pour tout enclencher, c'est la télé. C'est fondamental à comprendre. Alors que l'hypothèse Guanemos, personne comme les villes du changement, comme on les appelle maintenant, c'est plutôt l'hypothèse d'en bas. Mais bien sûr, c'est possible de faire ça dans les villes, parce que dans les villes, on peut travailler au niveau du quartier. Au niveau d'une nation, Espagne, France, c'est plus ou moins pareil, l'Espagne c'est un peu plus petit au niveau de population, mais c'est plus ou moins déjà des pays de 40 000, 50 millions d'habitants, en France 60 millions, vous ne pouvez pas aller quartier en quartier, c'est pas suffisant. Et ça c'est ce que Podemos nous dit aussi. Si vous voulez gagner, prenons l'ampleur du changement qu'il faut faire, allons nous battre aussi sur les plateaux de télévision. Ce qui en même temps a son contraire, c'est que quand Podemos arrive, avec nous aussi au pouvoir, les Verts, avec le pouvoir plutôt au Congrès, ils arrivent au Congrès, bien sûr, Pablo Iglesias était tellement habitué au plateau de télévision qu'il confond Assemblée nationale et plateau de télévision. Et ça c'est aussi important à comprendre. C'est aussi important à comprendre parce que pourquoi les gens ne nous ont pas autant voté que ce qu'on pensait il y a 2 semaines, c'est parce qu'aussi, ils ne nous ont pas vus assez mûrs. Ils ne nous ont pas vus préparés pour gouverner. Ils nous ont vus préparés pour tout chambouler, mais pas forcément pour gouverner un pays de 45 millions d'habitants. Pas forcément. Ils nous ont pas vus préparés pour être prêts à gérer des grandes politiques d'État au-delà d'un plateau de télévision. Et ça, il faut le prendre en compte. Prendre en compte aussi qu'en 2 ans, on est forcément, et ça il faut le dire, pas forcément assez mûrs, c'est vrai. Parce que tous les gens qui sont entrés en politique très récemment et qui sont très jeunes à la fin, si vous voyez, on a rajeuni le Congrès espagnol, on a rajeuni aussi la délégation espagnole au Parlement européen, par exemple, et dans les villes, on n'a pas d'expérience, c'est vrai. Et ça se sent. Donc, prendre le pouvoir, ça se construit. Mais ça se construit aussi sur la durée. Sur la durée. Et ça se construit aussi en pensant qu'il ne faudrait peut-être pas décapitaliser et décapiter les mouvements sociaux. C'est ce qui s'est passé en Espagne. C'est ce qui s'est passé, et je ne vais pas dire que c'était fait exprès, tout simplement c'est ce qui s'est passé, parce que qu'en 2014, les mouvements sociaux se rendent compte qu'il faudrait peut-être dans les institutions, pour pouvoir faire bouger les choses, ben forcément toutes les figures de proue les plus en vue du mouvement social, c'est-à-dire celles qui vraiment, ben les leaders, on va le dire, les leaders des mouvements sociaux, la plupart rentrent soit à Podemos, soit dans les différentes villes du changement, et deviennent à leur tour des élus locaux, des élus régionaux ou des élus nationaux, ou des élus européens aussi. Mais qu'est-ce qui se passe en même temps? Ben, il n'y a plus personne dans les mouvements sociaux. Alors bien sûr, ça pose une double question. Ça pose une question du politique. C'est pour qu'est-ce qu'on fait nous en tant que politique? Est-ce qu'on doit passer dans les mouvements politiques? Est-ce qu'on doit rester dans le mouvement social? Est-ce qu'on a bien fait ou pas? Ça pose une question de mouvements sociaux. Comment faire pour prévoir des passages du social au politique, par exemple, au niveau des formations, de la régénération, de la relève générationnelle. Pourtant, si quelqu'un s'en va, qui c'est qui est derrière? Et aussi de la relation entre le politique et le social. Parce que ça, c'est un truc qu'on partage entre tous là-bas, c'est qu'il faut arrêter ces cloisonnements entre politique et social. Parce que s'il commence à avoir une théorie du changement un peu plus globale, et en plus dans l'urgence, ça c'est ce qu'on apporte les écolos, dans l'urgence, parce que franchement le changement climatique il est là, et on ne va pas avoir autant de temps pour se compenser, on n'a pas le temps de passer autant de temps justement à penser trop séparés. Ça pose de nouveaux problèmes bien sûr. D'indépendance, de relation entre le mouvement politique et le mouvement social. Mais je pense qu'une grosse question, je ne vous donnerai pas la réponse, c'est une grosse question qu'on apporte, c'est comment on crée des partis politiques et des mouvements sociaux qui sont plus liquides. Je ne sais pas si vous utilisez ce mot ici en France, les liquides c'est ce qu'on utilise en Espagne, c'est-à-dire un peu plus fluides les uns entre les autres, plus malléables, plus flexibles.
pas aussi rigide, plus transversale aussi. Et peut-être deux dernières conclusions pour finir. C'est il faut du contenu, si vous voulez prendre le pouvoir aussi. Et je pense que nous, on a manqué de contenu. C'est-à-dire que c'est bien de s'indigner. Après, il faut aussi passer de l'indignation à l'engagement, et l'engagement à une vision politique qui donne du sens. Et là, il faut savoir répondre, il faut savoir donner des réponses. On a su les donner au niveau local, mais pas forcément au niveau national. Il faut aussi prendre en compte qu'on ne joue pas tout seul. Et que quand vous voulez prendre l'hégémonie, passer de l'hégémonie culturelle à l'hégémonie politique, il faut aussi prendre en compte qu'il y a une contre-hégémonie, une contre-révolution qui est toujours là. Et que les partis traditionnels, on a beau pas les aimer, on a beau penser que personne ne va voter pour eux, bah, c'est pas vrai. Ils maîtrisent énormément de choses. Les médias, bien sûr, ils maîtrisent aussi leurs réseaux, qui parfois leurs réseaux sont entre réseaux clientélistes et mafieux. Et puis aussi, il y a des gens tout simplement qui ne pensent pas comme nous. Il ne faut pas l'oublier. Des gens qui sont malgré tout conservateurs, très religieux, par exemple en Espagne, oui, ça existe encore. Donc il faut aussi apprendre à gérer l'interdépendance, la diversité, savoir comment créer des majorités au-delà de ce qu'on a. Et surtout, pour finir, il faut apprendre à penser le pouvoir de façon plus globale. Une chose, c'est le pouvoir institutionnel, c'est le pouvoir national, c'est le pouvoir de l'État, c'est le pouvoir des mairies, mais ce n'est pas suffisant pour changer le monde. Il faut aussi bien sûr le pouvoir de la rue, mais ce n'est pas suffisant pour changer le monde. Il faut aussi bien sûr le pouvoir de changer au jour le jour, dans nos activités pratiques, dans nos coopératives et personnellement. Et c'est ces trois choses à la fois qui nous permettent de changer les choses. Et je pense que c'est le point où on se situe actuellement en Espagne, et c'est pour ça que j'espère que si on arrive à mettre ces trois pouvoirs en marche complémentaires, on sera capable de passer de la phase 3 à la phase 4, prendre le pouvoir avec du sens pour changer le monde. Gracias. Alors sur les OGM et les pesticides, moi je vais être très clair, parce que moi je viens du mouvement de la décroissance. Je suis un écolo convaincu. Alors ce qui se passe, c'est qu'avec mes copains de Podemos, j'ai beaucoup de débats. Parce qu'effectivement, pour eux, l'écologie c'est pas central, ils viennent pas de là, et c'est pas un truc qui vend. Genre une petite anecdote assez rapide pour que vous voyez un peu de quoi on parle. Moi j'étais à COP21. Toute la deuxième semaine, tout ça, j'étais le seul politique espagnol présent. Voilà. Et c'était une campagne, c'était assez intéressant parce que COP21, c'était pile poil pendant la semaine de campagne en Espagne. C'était vraiment phénoménal pour parler de ça, il n'y a vraiment aucun problème. Bon, je reviens en Espagne, et on dit au copain de Podemos, on va faire un communiqué ensemble pour dire voilà ce qui s'est passé là-bas, on va expliquer, puis on s'en laisse en parler, en plus ça va être bien. Réponse, on n'en parle pas. Parce que ça ne vend pas. Notre électorat s'en fout. Ça, c'est un débat qu'on a effectivement. Aussi avec les OGM, par exemple, parce qu'il y a une partie de Podemos qui est très proche de nous, une partie de Podemos qui est tout à fait écolo, compatible à 100%, transition énergétique, tout ça, puis une partie qui n'est pas d'accord. Une partie qui pense que c'est pas si mal, hein, la technologie, tout ça, contre la fin, tout est non. Et ce qui est normal, parce qu'il faut que vous compreniez que Podemos ne vient pas de l'écologie. Podemos vient d'un autre contexte, vient d'une lutte contre l'austérité, d'une lutte contre la corruption, et l'écologie c'est plutôt quelque chose que certains apportent et d'autres n'apportent pas. Donc ils ont un cercle qu'on appelle le círculos, ils ont un cercle qui est très très bon sur l'écologie, énergie, économie, ça s'appelle les 3 E, qui est excellent, mais après le reste de la structure forcément n'appuie pas forcément. Alors par exemple on a le même débat sur le charbon, sur le charbon on a quand même beaucoup de mines encore de charbon, Aragón, Asturias, Castilla y León, et là on a une partie de Podemos qui appuie le charbon parce que ça donne du travail. Je pense que ça vous rappellera quelque chose, ce débat. Et en même temps, il y en a d'autres qui ne l'appuient pas, avec notre aide, pour essayer d'en sortir et avoir une transition énergétique la plus rapide possible, non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les générations futures. Et donc ce débat, il existe réellement, on l'a, je ne sais pas si on va le gagner, je pense qu'on peut le gagner, parce qu'effectivement, on a quand même des bons arguments derrière, mais il est très dur. Parce qu'effectivement, quand on veut arriver à parler d'un énorme nombre de personnes, on est très transversal, on est tellement transversal qu'on n'a plus vraiment de vision derrière. Ça, je l'ai déjà pointé avant et c'est une réalité. Donc effectivement, je vais te dire, là je suis tout à fait d'accord avec toi et j'espère effectivement que depuis l'Espagne on va pouvoir lutter plus facilement contre les OGM parce qu'effectivement on est le pays le plus OGMisé d'Europe, hein, qui en vend, qui en exporte et les gens s'en foutent pas mal. C'est pas un sujet d'opinion actuellement comme ça peut être en France.
En plus, sur la géopolitique, alors là, j'ai peut-être une bonne nouvelle à te donner quand même, sur la géopolitique, parce qu'effectivement, les villes du changement, comme on les appelle, se sont transformées en lieu de résistance et lieu de créativité, actuellement. Et le lieu de résistance, le plus gros lieu de résistance qu'on a, par exemple, contre le TAFTA, c'est, en Espagne, c'est les villes. On a énormément de villes qui se sont prononcées contre le TAFTA, contre le CETA, contre TISA, contre tous les traités qu'ils veulent nous mettre. On a Barcelone, on a Madrid, les deux villes les plus grosses qui sont derrière tout ça. Donc effectivement, les villes ont pris le leadership de la lutte contre le TAFTA en Espagne. C'est un exemple. Deuxième exemple, les réfugiés. Les réfugiés, bon, nous on avait un gouvernement effectivement quand même assez conservateur, assez de droite, qui ne voulait pas beaucoup de réfugiés. Bon, l'Espagne, je rappelle, c'est un pays de 50 millions d'habitants, et le Rajoy nous dit bon, on va accueillir 5000 habitants, 5000 réfugiés. 5000 réfugiés qui pourraient tenir dans un petit quartier de Madrid sans poser aucun problème. Donc quand même là, il y a des villes qui disent bah, c'est pas possible, nous on crée un réseau de citoyens et de villes qui sont prêts à accueillir les réfugiés. Et on met la crise des réfugiés, enfin c'est pas vraiment une crise des réfugiés, mais on met la réfugiés, je sais pas comment on l'appelle en français, donc voilà. Bon, on met les réfugiés, la question des réfugiés sur le devant de la scène, et nous on crée un réseau de gens qui permet d'accueillir les réfugiés, et on demande en plus à l'État espagnol d'accueillir beaucoup plus de réfugiés. On a réussi, en faisant ça, au moins à mettre la question sur le devant de la scène, et on a réussi à ce que l'Espagne change de position et aille au Conseil européen en disant on est prêt à recevoir 20 000. Ce qui reste ridicule par rapport à ce que c'est, mais qui a changé la perception qu'on avait en Espagne. Et en Espagne, ce qui est quand même très intéressant, il n'y a pas de mouvement fasciste anti-réfugiés, par exemple. On n'a pas ça. On n'a pas, et c'est quand même grâce justement à ce que la coalition Unidos Podemos au niveau étatique et les villes du changement ait aussi réussi à tirer en fait vers plus de tolérance toute l'Espagne. Donc je pense quand même que là les villes du changement et en général on a réussi en Espagne à recréer un équilibre de force qui n'est pas stable non plus parce que là on s'est tiré de tous les côtés mais qui permet de recréer un équilibre de force qui est plus favorable justement à une vision d'une Europe ouverte. Il y a aussi encore un point de géopolitique très intéressant, par exemple la principale force d'inspiration pour le mouvement de Varoufakis, Diem 25, je pense que vous connaissez, non? C'est le mouvement de régénération démocratique de l'Europe. L'Europe ne sera démocratique ou ne sera pas, selon Varoufakis. Et bien, la principale source d'inspiration actuellement, c'est les villes du changement d'Espagne. Donc moi j'étais à Berlin aussi avec Varoufakis, et qui on avait là-bas? On avait un message d'Ada Colau, et on avait un message du maire de la Corogne, Chulo Ferrer, qui nous rappelait effectivement qu'il y a une nécessaire lutte, une convergence des luttes entre les villes du changement et une régénération de l'Europe. Donc je pense vraiment que là c'est encore un message d'espoir, c'est qu'effectivement les villes sont un lieu de résistance et sont un lieu de création nécessaire, indispensable. Cette européanisation, mondialisation des luttes qui est très intéressante. Alors peut-être que vous apportez 2-3 points de vue qui peut-être vous aider ou vous faire réfléchir au moins où aller. C'est, par exemple, nous on a eu des élections très rapidement après le 15M, c'est-à-dire le 15 mai 2011, et notre conclusion, c'est que les indignés, en tant que tels, n'avaient aucun effet sur les élections. Okay. Parce que le 15M, les indignés ont eu un autre effet, mais à plus long terme, parce que ça prend du temps pour réfléchir en collectivité, ce que tu disais, l'expérience en commun, par exemple, l'histoire des rencontres, ça prend du temps pour mûrir tout ça. Et c'est pour ça justement que l'hypothèse Podemos et l'hypothèse Bourguignonne que je vous racontais avant sont nées justement en disant bah oui, ça permet de faire des choses, mais ces lieux comme Nuit debout, c'est surtout un changement culturel avant d'être un changement politique. Donc après, il faut trouver, et il faut, ce que j'ai bien aimé, c'est le débordement du débordement du débordement pour faire finalement à la fin autre chose qui certainement ça ne sera pas Nuit debout, ça sera autre chose qui permettra de faire éclore politiquement tout cela. Et comment on les faire éclore? Là, je reviens à ce que j'ai dit en conclusion tout à l'heure. Et c'est aussi une conclusion qu'on a besoin de ces différents niveaux de pouvoir pour que ça marche en fait. On doit être dans les institutions, on doit y être. Si on n'est pas, et vous pouvez pirater tout ce que vous voulez, et ben, il y a un moment ou un autre, et ben, ils seront là encore pour nous rappeler qu'eux, ils sont dans l'institution et qu'ils vont essayer de nous écraser. Et c'est ce que nous ont dit d'ailleurs pendant des années, la Parti populaire, pendant des années le Parti socialiste, vous ne nous faites pas peur, vous êtes que des rigolos, ce qu'ils nous appelaient les perloflautas, c'est-à-dire un peu les chiens qui jouent de la flûte, hein, c'est ça qu'ils nous appelaient. Vous savez strictement rien, vous avez qu'à vous présenter aux élections. Ouais, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, et je peux vous dire que ça c'est un des slogans que nous on a en Espagne, c'est que la peur a changé de côté. C'est plus nous qui avons peur maintenant. C'est plus nous qui avons peur. C'est eux qui ont peur.
D'ailleurs, toute la campagne, la dernière campagne, s'est jouée sur la peur. Attention, c'est les rouges qui arrivent, c'est les communistes qui reviennent, c'est la guerre civile, c'est le Brexit, c'est les populistes, attention, ils sont dangereux. Manque de peau, quand vous allez à Barcelone, à Madrid, bah, c'est des villes qui sont très bien gérées, c'est pas si mal. Mais ça a quand même marché. Il y a quand même des gens qui croient et qui pensent qu'effectivement c'est dur. Mais ils ont peur. Donc il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là. Bien sûr qu'ils ont peur. Il ne faut pas en rester au pouvoir institutionnel, bien sûr. Le pouvoir de la rue, le pouvoir de désobéissance, c'est important. Et le pouvoir de créer des alternatives concrètes qui marchent au jour le jour est très importante. À tous les niveaux. Le pouvoir, il faut le prendre à tous les niveaux. Il faut le prendre dans la tête, il faut le prendre dans la culture, il faut le prendre en politique, il faut le prendre dans le social, il faut le prendre dans l'éducation, il faut le prendre au niveau local, il faut le prendre au niveau régional, au niveau européen. Bien sûr, à tous les niveaux. C'est ça qui est complexe. Mais on n'a pas le choix. Il faut agir à tous les niveaux. Et ça, c'est vraiment une des conclusions que nous, on a. Peut-être un dernier petit point sur la majorité. Là, je pense qu'il faut aussi faire attention, et c'est un gros débat que j'ai avec Podemos tout le temps. La majorité contre le 1%, ça marche, mais pas tout le temps. Parce que c'est pas vraiment comme ça que ça marche non plus. C'est plutôt, il faut penser en termes, et là j'ai bien aimé ce que tu as dit, il y a beaucoup de minorités en fait dans tout ça. Et plutôt que de vouloir construire une démocratie majorité, pensons plutôt à la société telle qu'elle est ultra plurielle, ultra diverse, et pensons plutôt à une démocratie des minorités. Et ça, c'est vraiment, je vous dis, un débat qu'on a qui est très présent en Espagne, parce que Podemos c'est l'hypothèse majorité, mais une hypothèse finalement qui n'est pas si vraie que ça derrière, parce qu'il y a beaucoup de contradictions internes. Toi, tu en fais partie, les questions raciales, c'est des questions internes, les questions de genre, c'est d'autres, les questions de pouvoir, les questions d'âge. Voilà, il faut comprendre que nous vivons dans un monde qui est un monde de minorités. C'est toujours des minorités sur d'autres minorités qui dirigent, il n'y a pas de majorité. Un monde qui est le monde de l'interdépendance, il faut vivre dans l'interdépendance. D'où la question de l'Europe qui est fondamentale, parce que l'Europe c'est finalement un des seuls lieux qu'on a qui fait vivre l'interdépendance aussi. Et donc comment on se réapproprie tout ça? Comment on se réapproprie le pouvoir institutionnel, le pouvoir personnel, le pouvoir collectif, et on vit dans l'interdépendance et la diversité. Et là franchement, bonne chance.